J'aimerais plutôt aborder cette présentation en me demandant en fait comment le concept de transgenre est aujourd'hui réceptionné au Japon. Un concept qui est issu des mouvements de minorités de genre des pays de culture occidentale et qui est aujourd'hui plus ou moins globalisé. Alors, pour ce faire, je prends pour point de départ de cette réflexion un ouvrage paru en 2008 au Japon. C'est un ouvrage qui est écrit par Mitsuhashi Junko. Et cet ouvrage, qui est intitulé Joso to Nihonjin, a pour ambition principale en fait de retracer l'histoire de la transidentité japonaise et plus particulièrement l'histoire des femmes trans, notamment en montrant qu'à chaque période de l'histoire japonaise, il aurait existé des figures paradigmatiques de femmes trans qui auraient eu un rôle social plus ou moins accepté et que c'est finalement l'avènement de l'occidentalisation et de la modernisation, pardon, qui ont fait de la société japonaise une société oppressive vis-à-vis des minorités de genre. Mitsuhashi va même plus loin puisqu'elle théorise son propos en se fondant sur ce qu'elle nomme un principe d'universalité du transgenre. Et donc, selon ce principe d'universalité, il aurait existé, selon Mitsuhashi, des personnes transgenres à n'importe quelle époque et dans toutes les sociétés du monde. La démarche de Mitsuhashi, elle répond en vérité à un agenda politique dans le but de légitimer les individus trans au Japon, qui, comme dans les pays occidentaux, sont invisibilisés, souffrent d'un très fort taux de précarité et d'une stigmatisation à la fois morale et sociale, tandis que les parcours de transition, eux, sont soumis à de sévères procédures administratives et dépendent encore largement du regard médical. Alors, j'aimerais plus précisément revenir sur une figure de la diversité de genre que Mitsuhashi prend pour exemple dans son ouvrage, qui est une figure de la diversité de genre de la période japonaise dite prémoderne. Et cette figure de la diversité de genre, c'est celle des kagema. Il désignait à l'époque des adolescents ou des jeunes hommes de la caste des acteurs du kabuki qui n'avaient pas encore atteint l'âge adulte, qui n'avaient pas terminé leur apprentissage et qui ne pouvaient pas monter donc sur les planches et donc qui devaient rester dans l'ombre derrière les rideaux de scène. Leur rôle était principalement de servir le thé, d'offrir des spectacles de chant et de danse et aussi des services sexuels rémunérés, principalement à destination d'hommes adultes, mais également, et comme l'ont montré de récentes études, à destination aussi de femmes. Les kagema, quant à eux, donc, provenaient en majorité d'enfants de familles paysannes pauvres, et ils étaient vendus par leurs parents. Et par la suite, ils étaient enchaînés, on va dire, à un contrat d'une dizaine d'années environ avec le tenancier de la maison de thé qui les avait achetés et ils devaient ainsi rembourser leurs dettes. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que les kagema faisaient partie d'une catégorie de genre à part, qui était celle des wakashu. Ce terme wakashu qu'on pourrait traduire par adolescent jeune homme ou éphèbe, et il apparaît en réalité que le régime de genre dans le Japon prémoderne n'était pas binaire, mais pluriel. Et ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'il existait au minimum au moins deux catégories féminines et deux catégories masculines. Il est primordial en fait de comprendre le fonctionnement du régime de genre japonais prémoderne afin de ne pas imposer une lecture contemporaine des kagema qui ne peuvent pas être considérés comme une figure transgenre à proprement parler, puisqu'ils s'intègrent parfaitement dans le régime de genre du Japon prémoderne et qu'ils ne vont pas au-delà du processus de catégorisation qu'est le genre. De mon point de vue, l'interprétation de Mitsuhashi, elle s'explique finalement par une lecture genrée contemporaine des kagema et une lecture qui prend racine au moment de l'entre-deux-guerres japonais, période qui va se superposer avec la diffusion à large échelle des théories sexologiques dans les médias de masse et des théories qui sont directement importées depuis l'Europe. Et donc, les sexologues, durant l'entre-deux-guerres, vont opérer une véritable relecture des mœurs sexuelles japonaises prémodernes au travers des nouvelles catégories sexologiques. Beaucoup de sexologues japonais vont notamment se servir de l'œuvre majeure de la sexologie occidentale, qui est le Psychopathia Sexualis. Alors, sous la plume des sexologues japonais, les kagema vont devenir des travestis. Or, depuis Krafft Ebing, le travestissement était reconnu comme une composante de l'efféminement, efféminement qui attestait du plus haut degré de l'inversion sexuelle. Autrement dit, en plus d'une attirance pour les personnes de même sexe, les invertis efféminés posséderaient une apparence et des comportements considérés comme typiquement féminins. Cette relecture des kagema par les médecins et les sexologues japonais
qui se fonde sur des théories sexologiques, s'appuie finalement sur une vision occidentale et moderne de la dichotomie des catégories de genre, donc hommes et femmes, et sur une hétéronormativité monogame institutionnalisée par le mariage. La pathologisation des kagema a en quelque sorte été instrumentalisée par le discours médical afin de justifier les nouvelles catégories sexologiques. En conséquence, les sexologues n'avaient plus la compréhension du régime de genre japonais prémoderne et les kagema ont été perçus comme une preuve irréfutable de cas autochtones d'inversion sexuelle. Alors, si les kagema ont constitué une catégorie de genre spécifique lors de la période japonaise prémoderne, le discours sexologique moderne a défait finalement la lecture du régime de genre prémoderne et au XXe siècle, les kagema sont devenus une preuve indéniable de l'existence d'une inversion sexuelle autochtone. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, il est courant dans les études académiques de considérer les kagema d'Edo comme des travestis. Donc, on appose une catégorie médicale qui n'existait pas lors de la période prémoderne. Alors, cet exemple, il nous montre combien il est important de repenser le genre comme un outil d'analyse anthropologique situé, et il nous sert aussi de révélateur de la difficulté pour le savoir occidental de comprendre des régimes de genre qui lui sont devenus intraductibles. Cette conception, elle nous permet non seulement de mettre en doute l'universalité des catégories modernes et occidentales d'hommes et de femmes, mais aussi elle nous permet de relativiser le paradoxe du concept de transgenre qui est souvent entendu comme un concept essentialisé tant par le discours médical que par le discours militant.